CRTV, au cœur de la nation. Bienvenue à cette édition de Scène de presse. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue donc à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau avec moi pour cette première partie de votre émission, le docteur Fané Mahamat, qui est Incident Manager et par ailleurs directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, merci. Bonsoir Cheta. Bonsoir chers téléspectateurs. En face de vous, justement, et vous l'avez dit, Cheta Bilé, qui est le chef du département des tranches spécialisées au poste national de la CRTV. Bonsoir Cheta, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau de Scène de presse. Bienvenue. Bonsoir Lucrèce. Avec vous, nous parlerons de la lutte contre le Covid-19 qui gagne en intensité au moment où le nombre de malades augmente de manière exponentielle. Au Cameroun, ce soir, on compte 650 cas de Covid-19, 9 décès et 17 guérisons. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, était sur le terrain ce week-end à l'effet de prendre la mesure du dispositif envisagé pour accueillir les patients du coronavirus dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ferdinand Ngongo était sur le terrain à la suite de la mise en route de la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus par le ministère de la Santé publique. En première ligne, le lancement des dépistages massifs à Douala et puis l'appel au port des masques dans les lieux publics. Explication de la prescription dans cette édition de Scène de presse. La lutte contre le Covid-19, c'est également dans les espaces marchands où la fièvre de la spéculation et de la contrefaçon monte. Mais mu par le gain facile, certains commerçants n'hésitent pas à créer des pénuries et à augmenter sans raison valable les prix de certains produits, notamment ceux nécessaires à la prévention du coronavirus. La riposte du ministère du Commerce sera déclinée dans cette édition de Scène de presse. Également au menu de Scène de presse ce soir, le téléenseignement par la CRTV. Dès ce lundi, la Cameroun Radio Télévision, Radio, Télé et Web tient la crêpe pour les apprenants du primaire et du secondaire à travers donc des enseignements radio-télévisés. La première leçon sera donc donnée ce soir dans cette édition de Scène de presse. Mais avant, parlons du coronavirus, mais précisément des chiffres qu'on a ce soir. On parle de 650 cas désormais. Docteur, est-ce qu'on peut comprendre ce qui explique cette poussée ou cette multiplication des malades? Comment expliquer cette augmentation du nombre de malades? Oui, alors effectivement, nous avons une ascension des cas qu'on observe depuis quelques jours, 95 nouveaux cas, notamment dans les 24 dernières heures, et ce qui porte au nombre total de 650, comme vous l'avez dit, avec 17 cas guéris, il faut le dire. C'est vrai que nous avons ce jour fait des prélèvements auprès des patients qui certainement, on attend les résultats, on aura certainement dans les heures qui viennent les informations s'il y a d'autres guéris et malheureusement 9 décès. Alors, il faut dire que c'est une pathologie qui est très contagieuse. Donc, c'est une maladie virale qui est assez contagieuse. Donc, une personne qui la contacte peut à son tour contaminer 2, 3, voire plus personnes, donc en fonction de si des dispositions sont prises, si on a respecté les simples mesures hygiène élémentaires et tout ce qui accompagne toutes les mesures dont on parle. Il faut dire également que nous avons mis en place, ça, vous le savez, donc tout ce qui est investigation dans les communautés du côté de Douala, et nous avons des chiffres avec le laboratoire qui a été mis en place. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer que justement ces chiffres-là augmentent de cette manière, que le nombre augmente de cette manière? Alors,
il y a une contamination normale, comme je le disais, ou alors anormale, parce que si des mesures ne sont pas prises, mais il y a surtout une très bonne surveillance qui est faite. Donc, il y a une recherche active des cas et donc on peut se retrouver avec cette exponentielle. Mais on est bien obligé, docteur, de se rendre à l'évidence, vu la flambée du nombre de cas, qu'il ne s'agit plus uniquement d'infections importées. Le virus circule bel et bien parmi nos populations. C'est ce que disent ces chiffres-là. Tout à fait, malheureusement. Ouais. Et donc, que comprendre derrière la litanie de ces chiffres, cette explosion? Sommes-nous définitivement mal partis? Vous qui êtes sur le terrain, qui voyez le dispositif mis en place pour détecter les nouveaux cas, pour les prendre en charge. Je le dis parce qu'il y a des prévisions qui nous promettent des heures noires. Est-ce que ces chiffres-là, est-ce que vous vivez sur le terrain, vous permettent d'avoir le même regard? Certaines estimations parlent de 20 000 cas d'ici 2 semaines. Alors, pas tout à fait, on n'en arrivera pas là, j'espère, mais connaissant la pathologie, et il faut voir en se référant de ce qui s'est passé dans les autres pays, dans les autres continents. Donc, on peut très bien, ça a été fait d'ailleurs au ministère de la Santé ici au Cameroun, donc une estimation qui est faite par des scientifiques, donc on sait à peu près, fonction de comment la maladie a été contenue, comment ça peut évoluer, et donc nous sommes réellement au départ, là, si on sait qu'il y a une courbe, donc nous sommes à la montée, donc on va arriver certainement au point, au sommet du pic, avant de redescendre. Donc, mais dans les formations hospitalières aujourd'hui, dans les lieux où sont accueillies ces personnes avec les capacités qui sont déployées, il n'y a pas lieu de céder à ce type de prévision. Parce que quand on promet le chaos, c'est pas simplement l'explosion des cas, mais c'est des systèmes qui pourraient se trouver dépassés. Alors, les dispositions sont évidemment prises par l'État. Donc, nous savons que près de 80%, ça va être des cas vraiment bénins. Donc, la maladie sous sa forme bénigne. Mais on aura malheureusement de 20%. Et dans ce 20%, on sait très bien qu'à peu près de 5%, on peut avoir des complications. Et le plateau technique est en train d'être apprêté, donc, par conséquent, en fonction des estimations qui sont faites par les scientifiques. Alors, peut-être qu'on devrait parler, de la stratégie. La nouvelle stratégie mise en place par le ministère de la Santé publique. Cette fameuse campagne massive de dépistage, comment on procède? Oui. Alors, nous l'avons effectivement démarré dans la région du littoral, donc à Douala, où effectivement cela se mène sous la coordination du gouverneur de la région du littoral, avec évidemment sur l'aspect technique, le délégué régional et les districts de santé, toutes les formations sanitaires, premier, deuxième degré concernés également, mais aussi les collectivités territoriales décentralisées et la communauté elle-même. Parce que nous avons des agents de santé communautaire, exactement 1190 qui sont déployés dans les 9 districts de santé de Douala et qui sont issus des quartiers, donc des communautés de la ville de Douala. Ce sont des volontaires. Et nous avons également les mobilisateurs sociaux. Donc ça, c'est un appui des communes qui vont passer sensibiliser, informer. Et ça se fait également via les réseaux sociaux. Tout ce qui est radio locale, donc les populations sont informées. Est-ce qu'elles adhèrent? Les populations adhèrent parce qu'à ce jour, nous avons exactement 10 693 ménages qui ont été visités par ces agents de santé communautaire en 3 jours. Mais la question, comment on procède, c'est on arrive dans un foyer, on déploie les tests, on emporte les échantillons, on leur laisse un numéro de téléphone. Concrètement, du point de vue des familles, à quoi vont-elles assister? À quel service vont-elles avoir? Alors, exactement comme je le disais, il y a cette information dont les ménages sont informés à l'avance que des agents de santé communautaire vont venir. Et les agents de santé communautaire ont entre leurs mains des smartphones que nous avons mis à leur disposition. Donc, il y a une application appelée ODK qui est installée sur le téléphone. Donc, ils interrogent dans les ménages les personnes. Il y a un score dans la fiche de cette application. Ils la renseignent tout simplement. Et puis, il y a un score. Dès qu'un certain seuil est atteint, nous savons que nous avons affaire à une personne. Les personnes sont interrogées sur d'éventuels symptômes, sur leur situation de santé. Leur contact, d'où elles viennent, si elles ont séjourné, ainsi de suite. C'est tout un ensemble de questions qui nous poussent. Donc, je disais tantôt, alors, lorsqu'on a un score élevé,
qui signale au niveau de notre base que nous avons affaire à un sujet qui est probablement malade. Et donc, il y a un GPS qui est également activé, effectivement. Et nous allons directement trouver cette personne-là. Et donc, à ce jour, nous avons prélevé 211 personnes. Depuis 3 jours, avec 56 positifs suite à cette stratégie qui a été mise en place dans la ville de Douala. On en vient, Lucrèce Mdoundjemba, à la question de la quarantaine, la mise en quarantaine. Lorsqu'on est ces personnes qui ont donc été testées, c'est le système pour l'instant, c'est mise en quarantaine systématique des porteurs du virus. Pourquoi ? Oui, il faut dire qu'au Cameroun, depuis la notification du premier cas, nous avons eu affaire à 2 groupes. D'abord, nos voyageurs, comme vous le savez, dont ceux qui venaient des pays à risque que nous avons pris et systématiquement de l'aéroport, après la décontamination, nous les avons sensibilisés et mis dans des hôtels. Ils ont été systématiquement mis en quarantaine. Là, il s'agissait d'espérer que le virus ne circule pas. Exactement. Maintenant, il est déjà en circulation. Alors, donc, actuellement, ce qui va se passer dès qu'un cas est détecté positif, donc on va l'examiner. Il y aura une évaluation par des cliniciens et fonction du cas, on saura là où elle peut être dirigée. Il peut être à un stade 0, stade 1 ou 2. Donc, notamment s'il est asymptomatique, il n'a aucun problème, il ne se plaint du tout de rien. Il est question de le mettre en isolement, tout simplement, et de le surveiller, de prendre ses paramètres, de voir s'il développe la maladie pour apporter un accompagnement, un traitement. Le sujet peut avoir des symptômes, mais vraiment très simples. Donc, on peut, à ce moment, on va mettre un traitement adéquat pour ces personnes-là. Ou alors, si jamais le sujet commence à développer des complications, ça peut même arriver qu'il nécessite un soin très spécifique en réanimation, par exemple. À ce moment, il sera dirigé vers N'y a-t-il vraiment aucun risque à mettre ainsi au même endroit, rassembler ainsi au même endroit une population d'individus porteurs? La quarantaine en groupe telle que choisie par les équipes sur le terrain maintenant par rapport à la quarantaine chez soi, à domicile? Ah non, lorsqu'on est porteur du virus, on est porteur du virus. Et de toutes les façons, les consignes sont claires, on devrait rester dans sa chambre. Donc des chambres, des lits sont préparés pour chacun. C'était le cas notamment pour les sujets où il y avait des cas négatifs mais qui venaient des pays qu'il fallait surveiller pendant la période d'incubation. Nous leur recommandions absolument de rester chacun, d'observer vraiment les mesures dans leur chambre. Mais pour les cas sujets positifs, il n'y a pas plus de danger à être en quarantaine. Oui. Alors, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ce que vous appelez les cas asymptomatiques. Qu'est-ce que vous faites d'eux concrètement? Ils restent dans leur domicile et quelle est la fréquence des tests? Alors, jusque-là, ils sont... Est-ce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes ou alors vous les contrôlez et à quelle fréquence les contrôlez-vous? Aussitôt que nous avons un cas qui est dépisté positif, nous allons faire une extraction. Il faut le sortir de son milieu parce que le risque 0 n'existe pas. Il peut contaminer les membres de la famille, des visiteurs, quelles que soient les mesures qui sont prises, on ne sait jamais. Donc il y a une extraction et nous les mettons. Ici à Yaoundé, par exemple, nous avons le Kansik de Lombe qui est disponible. En ce moment, nous avons 200 lits et nous avons déjà occupé la moitié de ces lits. Et le ministre de la Santé l'a dit il y a quelques heures, il y a également d'autres sites. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre d'État, secrétaire général, a visité d'autres sites qui vont éventuellement abriter donc ces personnes qui Évidemment, aucun risque pour le voisinage. Non, il y a tout un ensemble d'accompagnement dont parlant de ce qu'on fait d'eux, il y a la surveillance, la prise de paramètres, la surveillance de tous les symptômes qui peuvent prolonger, mais il y a la décontamination, tout ce qui est hygiène et assainissement, mais il y a aussi l'accompagnement sur le plan psychologique de ces personnes-là. Les aider à supporter la quarantaine. Venons-en aux mesures barrières qui sont prescrites aux personnes qui ne sont pas encore porteuses du virus. Il y a la fameuse question du masque. Au début, on a dit que c'était essentiellement pour le corps médical
Et au fur et à mesure qu'évoluaient les choses, finalement, les consignes, c'est le port du masque pour tout le monde dès qu'on doit sortir de chez soi. Mais que comprendre par masque? Est-ce que ce Kleenex que vous avez avec un bout d'élastique accroché à mes oreilles, est-ce que c'est un masque? Est-ce qu'un morceau de tissu wax, moi qui aime bien les couleurs, cousu à la main, est-ce que c'est un masque? Que faut-il entendre par port du masque? Et quel type de masque porter? Il faut dire que la science évolue. Nous faisons face à une nouvelle pathologie, c'est le nouveau coronavirus, et dont les informations sont améliorées au fur et à mesure. Et l'une des recommandations récentes justement du ministère de la Santé, c'est l'utilisation des masques lorsqu'on va dans des milieux où il y a plus de masses. Alors, les masques, il y en a plusieurs, donc il faut maintenant voir la composition de ce masque. Je vais surtout parler des 4 types de masques les plus utilisés ici dehors. Ça va être les masques de protection. Donc, nous avons les masques chirurgicaux et également les masques de filtrage. Mais de plus en plus, on observe ici dehors les masques en tissu. Donc, il faut dire que ces derniers, notamment, ils constituent une barrière. Ils ne laissent pas passer la poussière, entre autres. Ils ne laissent pas passer les bactéries. Mais d'après l'étude, sur le plan viral, c'est à peu près 0%. Alors, donc, Corona, on a affaire à un virus. Exactement. Donc, il y a aussi le problème, évidemment, de l'hygiène, parce qu'il faut les laver, même si c'est... Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent? Parce qu'il y a également le facteur prix, Chita. Ouais. Nous recommandons surtout les masques dits chirurgicaux. Ceux qui ont des couleurs un peu bleues, vert que nous avons dehors, parce qu'ils retiennent le virus à peu près 95%. Cela a été prouvé. Mais aussi les masques N95, ils ont une forme un peu arrondie. Comme une sorte de coquille. Exactement, voilà. Mais il faut dire que ce sont des outils qui sont le plus utilisés par le personnel de santé. Et en ce moment où les masques commencent à devenir rares, vraiment, il vaut mieux d'abord rester à domicile. Donc, ne pas sortir lorsque ce n'est pas usuel du tout, lorsqu'on n'en a pas besoin, et utiliser le masque lorsqu'on sort. Mal utilisé, certains estiment que le masque pourrait être une circonstance aggravante de la propagation du virus. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, il a une durée d'environ 3 heures. Il faut changer son masque tous les 3 heures. Est-ce que les gens le respectent? Non. Il ne faut pas le laisser traîner partout. Ne pas le laisser au coin de la maison partout. Après usage, on le jette directement dans le panier à ordures. Alors, parlant justement des gestes barrières, il y a certes les masques, mais il y a également les solutions hydroalcooliques. Lesquelles conseillez-vous? Parce que maintenant, il y en a une kyrielle, on en trouve partout, à tous les coins de rue. Est-ce qu'il y a encore un contrôle qui se fait à la base avant que ces produits ne se retrouvent dans la rue? Lesquels conseillez-vous aujourd'hui? Alors, il faut dire qu'il y en a de plusieurs qualités. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de fabricants, de plus en plus, parce que le besoin est là. Mais en principe, normalement, pour que ce produit puisse être vendu, il faudrait obtenir l'agrément. Donc, que cela puisse être au niveau de la direction de la promotion de la santé, la sous-direction de l'hygiène et de l'assainissement notamment, qui va examiner, qui va envoyer au laboratoire. Et ce n'est que lorsqu'on dit que le produit remplit vraiment les critères qu'il faut, la quantité d'alcool contenue dans ce produit-là par rapport au gel notamment et les autres excipients. Une chose est sûre, le lavage avec de l'eau propre, coulante et au savon constitue réellement l'une des meilleures barrières de lutter contre le germe. Donc, ne pas continuer à l'utiliser 24 heures sur 24 et alors qu'on a à portée de main de l'eau. Lorsqu'on a à portée de main de l'eau et du savon, il vaut mieux privilégier cela et acheter son produit en pharmacie. Mesdames, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Que pensent les journalistes de la communication autour du Covid-19? Réponse dans Édito. À tout de suite. La pandémie ne touche pas que des personnes de troisième âge, elle touche les adultes, elle touche des jeunes, elle touche même des enfants. Donc il faut une communication globale sans cœur de cible. La meilleure des choses à faire, ce serait d'abord de définir les moyens, il faut définir les supports et il faut définir les unités physiques. Il n'est pas facile de communiquer sur une épidémie et en plus quelque chose qu'on ignore totalement.
Donc il fallait d'abord expliquer ce que c'est que cette maladie, d'où elle vient, comment elle se propage et comment est-ce qu'on doit faire pour prévenir. D'abord, rappeler dans la proximité aux populations qu'il s'agit d'un événement grave, d'une situation sanitaire très grave. Cela passera pas par des tweets, ni par une présence sur les réseaux sociaux, mais par une présence de proximité dans les quartiers. Ce qui suggère au niveau de la communication que la méthode soit modifiée, la stratégie soit changée. Vous savez que la force de pénétration d'Internet aujourd'hui n'est pas comme on le croit parce qu'on vit dans les grandes métropoles, il y a des doigts là-bas, Foussam. On oublie qu'en zone reculée et dans les quartiers les plus populaires et populeux, les gens n'ont pas toujours accès à l'information liée aux réseaux sociaux. Le ministre de la Santé qui est sur tout le terrain essaye de faire passer le message, mais il faut lui éviter qu'il atteigne l'overdose, c'est-à-dire une saturation au point où chacun de ces messages ne passera plus. Et je crois que ce qu'il fallait faire tout au début, c'est d'entrer en contact avec des cabinets conseils et puis leur poser la question de savoir comment faire pour que ce message global, cette sensibilisation globale atteigne le maximum de personnes. Ce que moi je constate, c'est que les Camerounais, c'est des gens qui ont peut-être besoin d'avoir une pression sur eux. Vous avez vu les images en Inde. Quand on demande aux gens de fermer les magasins, s'ils ne ferment pas, les policiers indiens ont de longs bâtons et frappent les gens. Si c'est par là qu'on doit passer pour sauver nos vies, je crois qu'il faut aller au-delà de ce qu'on a là, mais maintenir fermement et expliquer, donner au jour le jour, dire que la maladie est là, que les gens la contractent, que les gens en meurent. J'inviterais peut-être, vous proposer au gouvernement de sortir de la logique des tweets, qui n'est pas déjà mal, mais d'aller vers ce que j'appellerais le porte-à-porte, qui est souvent pratiqué en politique par exemple, qui est souvent pratiqué dans des domaines sanitaires précis. Quand on parle par exemple de la lutte contre la poliomyélite, on va dans le porte-à-porte. Je crois qu'à ce niveau, au moins, l'information va passer. Retour sur le plateau du débat. Nous parlons maintenant de l'extension des capacités qui est prévue dans la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus par le ministère de la Santé. Ce week-end, on a vu le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République sur le terrain. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce qui est prévu? On a vu des locaux, on a vu le magasin Orca sans publicité, l'ancien magasin Orca sans publicité. On a vu le ministre également le ministre d'État au niveau du stade militaire. Il y a donc ces sites-là. Alors, qu'est-ce qui est prévu concrètement? Est-ce qu'en plus des sites, on a l'équipement qui va avec, le plateau technique qui devrait aller avec? Oui, tout à fait, Lucrèce. Il y a surtout la ressource humaine également. Donc, nous avons augmenté nos capacités en faisant appel à tous les médecins qui sont en attente d'affectation, les infirmiers qui ne sont pas employés et bien d'autres ressources. Comme vous le savez, il y a par exemple le call center, une centaine de personnes qui doivent accompagner. Et évidemment, nous allons enrôler progressivement toutes les formations sanitaires au fur et à mesure que la situation va évoluer. Donc, en plus de la ressource humaine, comme vous l'avez dit, il y a le matériel médical et tout ce qui est équipement. Donc, il y a des commandes qui ont été passées. Un bon nombre de produits est déjà disponible au niveau de nos magasins à l'hygiène mobile. Et il y a cette capacité de lit. Parce que, comme on le disait tantôt, il y a les sujets qui sont asymptomatiques, mais qu'il faut surveiller, qu'il faut accompagner avec des soins peut-être parfois légers. Et donc, pour Yaoundé, nous avons, comme vous l'avez dit, le stade militaire, donc qui est pratiquement fin prêt. Certainement, dans les heures qui viennent, nous allons l'occuper. Nous avons déjà occupé le camp cycle d'Olembe. Nous aurons à occuper cet espace au Carrefour Zoé que vous avez cité tout à l'heure, cet ancien magasin. Du côté de Douala, il y a nos hôpitaux que nous allons également enrôler progressivement. Pour l'instant, il y a l'hôpital général de Douala, l'hôpital La Quintini, il y aura l'Ogbaba, Kouloulou, progressivement. Il y aura aussi le stade, donc Bipanda, et il y a également le camp cycle de Yassa qui est en train d'être préparé à cet effet-là. Mais il y a surtout sur le plan laboratoire, parce qu'il est important
important de tester et de confirmer que les cas sont effectivement Covid+. Donc, au départ, nous avions le centre Pasteur ici à Yaoundé, mais nous avons étendu en ce moment. Et d'ailleurs, depuis hier, nous avons des examens qui sont prélevés et qui sont examinés de ce côté-là à l'hôpital La Quintini, dans ce laboratoire. Et il y a les capacités d'extraction aussi, des cas positifs et les capacités qui vont être repérés. Il faudra bien aller souvent les chercher chez eux et parfois dans des conditions peu amicales. Tout à fait. Il y a donc la capacitation, la formation et le recyclage, parce qu'il faut le dire, par exemple, les équipes d'intervention rapide, ces épidémiologistes de terrain, on en a 30 à peu près dans chaque région qui avaient déjà été formés, préparés pour d'éventuels phénomènes de santé et qui sont en train d'être recyclés progressivement. Il y a donc ces équipes, effectivement, qui vont aller faire des extractions dans les communautés. En plus, comme je le disais, des agents de santé communautaire, ces volontaires de la communauté qui nous accompagnent. Et sur la ressource humaine, le segment appelé à prendre en charge les cas les plus difficiles, ceux qui vont avoir besoin de services de réanimation, est-ce que la capacitation des ressources humaines également a pu permettre d'avoir des spécialistes en quantité? Parce que c'est quand même un segment assez pointu, c'est différent de la prise en charge des taux, température et autres. Oui. Alors il faut dire que déjà le ministre de la Santé publique a mis en place un comité scientifique qui a d'ailleurs travaillé activement ce week-end. Hier, je crois qu'ils ont travaillé de 11h jusqu'à tard dans la nuit, qui sont en train de travailler, réviser vraiment tout ce qui est protocole, qui ont identifié effectivement qui sont les cliniciens les plus chevronnés qui pourront effectivement accompagner les cas sévères, qui pourront encadrer les jeunes cliniciens. Ce travail-là, effectivement, fait également. Alors, vous avez parlé du protocole et on en est donc à parler de la chloroquine. C'est un sujet qui est inévitable. Qu'en est-il? On sait que cette semaine, le ministre de la Recherche scientifique a affirmé que le Cameroun peut produire la chloroquine, autant pour moi, mais dans le même temps, on a également entendu le ministre de la Santé publique dire qu'il pourrait se poser un problème d'intrants. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, effectivement, la chloroquine est une molécule qui avait été retirée du marché du fait qu'on l'a protégée d'abord et puis qu'on a observé des cas de résistance, puisqu'au départ, elle était utilisée pour le traitement du paludisme. Mais il faut le dire, on l'utilisait quand même pour certains cas particuliers, notamment lors de la prise en charge des patients drépanocytaires, pour ne citer que cela. Donc, on avait un petit stock de routine qui était au niveau du pays et évidemment vu l'utilisation, c'est vrai qu'il y a des protocoles qui sont mis en place dans le monde entier, cela est connu de tous, avec l'utilisation notamment de la chloroquine associée à l'azithromycine. Donc la molécule a très vite commencé à être rare et je crois savoir que le ministère de la Santé publique et le ministère justement de la Recherche pourront certainement faire ce qu'il faut pour qu'on puisse disponibiliser, mais des commandes ont déjà été passées en dehors du pays également pour s'approvisionner en stock. Celle qu'on a vue, celle que les Camerounais ont achetée il y a 2 semaines, voire 3 semaines, c'était quel type de chloroquine? C'était de la mauvaise chloroquine? C'était de la chloroquine contrefaite ou c'était de la bonne chloroquine? Alors, Lucrèce, justement, il faut le dire déjà, il ne faut pas l'utiliser en automédication. Parce que nous sommes face à une prise en charge d'une pathologie qui n'avait pas été prise en charge par le passé au niveau du pays. Donc, les indications, combien de jours il faut l'utiliser, quel dosage il faut l'utiliser, cela n'est pas connu des populations dans nos communautés. Nous décourageons, nous demandons à ce que les populations ne l'utilisent pas du tout en automédication. Vraiment pas, parce que nous l'avons vu et même à côté, dans les pays voisins au Nigeria, cela a été décrit, des cas où on a observé jusqu'au décès suite à la prise de chloroquine. Donc nous déconseillons vraiment les populations de ne pas l'utiliser. Elle est à usage uniquement dans les formations sanitaires. Lorsqu'on pense
qu'on a le Covid, lorsqu'on a des symptômes, il vaut mieux s'adresser au système de santé et nous savons très bien quand est-ce que le produit est indiqué, quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Et donc ce n'est pas pour demain une distribution massive et populaire de chloroquine pour traiter tout le monde, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, comme je le disais, ça sera à usage strictement au niveau des formations sanitaires, pas le personnel de santé. Nous aviserons certainement le moment venu si cela est nécessaire. Il y a un certain nombre de recettes de potions diverses qui circulent, qui pourraient permettre de se protéger ou de guérir du coronavirus. Qu'en pensez-vous? Je ne vais pas citer toutes ces mixtures, ginger, citron, miel, etc., ail et j'en passe, aloe vera. Alors, peut-être que ça fera du bien parce que la plupart de ces produits que vous avez cités sont des revitalisants, mais aucunement cela n'a pas été prouvé pour l'instant qu'ils luttent qu'ils peuvent traiter plutôt ce virus. Des études sont en cours. Nous allons attendre lorsqu'elles seront publiées et lorsqu'elles sont efficaces, peut-être qu'on pourra les utiliser. Pour le moment, nous savons juste que tous ces produits sont des revitalisants, dont ils feront certainement du bien, mais aucunement cela n'a été prouvé. Ils pourraient renforcer le système immunitaire? Le système immunitaire, non, on ne dira pas ça, mais une chose est sûre, prendre une boisson chaude lorsqu'on a sa grippe, ça fait du bien. Prendre du citron, de l'orange, ça contient assez de vitamine C et là, ça fera du bien. Voilà, c'est tout ce que je... Alors, je voudrais quand même qu'on s'arrête un moment sur la prise en charge des personnes atteintes du Covid-19. Qui paye la facture? Qui paye la note? L'État. L'État du Cameroun, jusque-là, tout est pris en charge absolument par l'État. Le traitement, le dépistage, il est gratuit et même tous les sujets qui sont arrivés, leur hébergement, leur restauration, le transport, jusque-là, tout est pris à 100% par l'État. Combien ça coûte, la prise en charge d'un malade? Alors, je ne saurais m'aventurer. On parle de 300 000 francs jour dans certains cas. J'avoue que je ne me suis pas intéressée et je n'ai pas discuté avec l'équipe d'administration financière, mais c'est possible. Essayons d'évaluer juste un sujet qui loge dans un hôtel 3 étoiles, qui a 3 repas. Et il y a un médecin et du personnel santé à sa disposition entièrement, 24 heures sur 24, et tout le transport, tout ce qui va avec. Et aussi les médicaments, parce que les sujets ont parfois des maladies. En dehors du Covid, ce sont des êtres humains. Donc, qui ont ces maladies-là aussi sont prises en charge. Jusque-là, ils sont pris en charge. Mesdames, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter le ministre de la Santé publique qui était l'invité du journal du 20h30 vendredi dernier, qui parle également de la prise en charge de cette maladie au Cameroun. On écoute Manaoda Malachi. Nous avons reçu des instructions assez claires de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, sur la conduite, parce que c'est lui qui dirige, il faut le dire, hein, c'est le lieu de le dire clairement, c'est lui qui dirige cette réponse, parce que chaque matin, il s'inquiète de la situation et il donne les nouvelles instructions. Chaque soir, il prend le point et il donne d'autres instructions. Et donc, il est aux commandes de la riposte contre le Covid-19. Nous sommes en train de faire un dépistage massif et généralisé de la population. Et donc, il faudra s'attendre dans les prochains jours d'ailleurs que ce chiffre grimpe encore, parce que nous allons massivement faire des dépistages. Mais pour nous, c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que ça nous permet de sortir le plus rapidement du milieu des populations, ceux qui sont positifs mais asymptomatiques, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont positifs et donc peuvent transmettre autant que faire se peut la maladie. Donc pour nous, il faudrait les sortir, n'est-ce pas, les isoler et puis les traiter pour qu'ils ne puissent pas. Et c'est ainsi qu'on pourra couper la chaîne de la propagation de ce virus. Les cours sont suspendus? Ne vous inquiétez pas. La CRTV se transforme en salle de classe géante. Des enseignements à l'intention des élèves des classes d'examen, des sous-systèmes francophones et anglophones sont dispensés en direct sur les antennes télé, radio et web. De lundi à samedi, prenez rendez-vous avec des enseignants expérimentés
pour assurer la continuité pédagogique sous la coordination des ministères des enseignements secondaires et de l'éducation de base. CRTV, au cœur de la nation. Retour sur le plateau du débat. Nous accueillons Joséphine Ndagnou, qui est le directeur délégué adjoint de CRTV Production, qui vient donc de nous parler de ce programme, spécial de téléenseignement lancé par la CRTV dès ce lundi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, merci. Alors, pourquoi ce programme initié par le directeur général de la CRTV? Mais parce que le pays est dans une situation de crise sanitaire, comme la majorité des pays de la planète, pour ne pas dire tous les pays de la planète. Nous avons un spectacle qui, il y a quelque temps, ne sortait que de l'imagination un peu fantastique des cinéastes, avec des villes fantômes, des villes à l'arrêt, avec un impact terrible sur tous les secteurs d'activité. On peut tout simplement dire que l'activité humaine est paralysée. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parmi les effets négatifs en cascade, il y a l'arrêt des classes. Et nos enfants qui sont renvoyés à la maison, en pleine année scolaire, on amorçait la fin du second trimestre et on les a renvoyés à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans ces cas-là, il faut réfléchir et s'adapter rapidement. Donc, dès que l'idée de trouver une solution alternative au cours, à la suspension des cours a germé, le directeur général de la CRTV a estimé qu'il fallait prendre le taureau par les cornes et de manière diligente saisir les départements ministériels en charge de l'éducation, en l'occurrence le ministre des enseignements secondaires et le ministre de l'éducation de base, pour créer une synergie autour de cette méthode alternative, mettant à leur disposition les plateformes de diffusion de la CRTV, c'est-à-dire la télévision, la radio et le web. Mais les ministres ont été tout de suite enthousiasmés par le projet et ont mis sur ce projet leurs experts. Donc ça a pris à peu près 8 jours, 10 jours. Et demain, la première de ces leçons sera destinée aux élèves des classes de CM2. Alors concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Le directeur général a émis l'idée, vous avez commencé à travailler là-dessus. À quoi doit donc s'attendre l'élève qui sera devant sa télé demain ou alors assis à côté de sa radio? Voilà, il faut dire déjà que ce cours ne concerne pas tous les élèves. On a pris le segment le plus contraignant des élèves, c'est-à-dire les élèves des classes d'examen, ceux qui préparaient jusque-là un examen certificatif. Donc, c'est les élèves de CM2, de 3e ou de 4e année s'ils sont en enseignement technique, les élèves de première et les élèves de terminale. Et nous prenons les deux sous-systèmes, anglophone et francophone. Ce qui revient à dire que on aura 6 jours, de lundi à samedi, sur la télévision, de 8h30 à 11h30 pour un premier bloc de cours et un second bloc de 14h à 18h. Ce qui fait, grosso modo, 1 heure de leçon par classe d'examen. C'est-à-dire, on prend les CM2 de 8h30 à 9h30, on prend les 3e de l'enseignement général de 9h30 à 10h30, ainsi de suite, ce qui fait que par classe d'examen, on a 1 heure de cours. Les experts se sont penchés sur ce programme et ont donc préparé des leçons pour ces classes en fonction de l'importance des matières pour les différentes classes. Y a-t-il une spécialisation par média, la radio, la télévision, notre plateforme CRTV Web aussi, différentes classes en fonction des médias? Les cours sont dispensés par les mêmes enseignants sur la télévision, la radio et le web. Sur le web, c'est en streaming et les questions peuvent continuer plus tard sur le Facebook en live de la CRTV. Mais ce sont les mêmes enseignants
qui seront sur la télévision, le programme télévisé, la radio et le web. On peut choisir de suivre son cours à la radio Tout ou à de fait. le regarder à la télévision ou de le suivre sur CRTV. Tout à fait. L'idée ici, c'est de toucher le maximum d'élèves. Vous imaginez que tous les élèves n'ont pas la télévision. Il y en a qui ont la télévision et pas la radio. Et nous savons aussi que la fracture numérique ne permet pas à tous les enfants d'accéder à l'Internet. Donc ceux qui peuvent avoir le net et qui sont plus scotchés à leur téléphone ou à leur ordinateur qu'à la télé ou à la radio, il faut qu'ils puissent bénéficier de ces cours. S'ils ont la radio au lieu de la télévision et du net en milieu rural, et ils ont la radio et ils peuvent donc également suivre les cours qui seront repris par les stations régionales de la CRTV. Alors, donc le programme radio, il y a 5 heures de programme radio par jour et ces 5 heures seront relayées par les stations régionales de la CRTV. C'est un dispositif qui est mis en place dans un contexte de besoin accru d'information, la crise Covid-19, et voilà que les grilles précisément des médias sont remodelées. Comment a-t-on pris en compte le besoin quand même pour l'ensemble des publics de la CRTV d'être régulièrement informés sur la situation? Ouais. Il faut dire que ce programme n'occupe pas les tranches des journaux d'information qui sont des tranches sacrées. Les grands journaux ont été conservés. Les grands journaux sont conservés à la télé comme à la radio. Et il faut dire aussi qu'en temps de crise comme ça, ce que nous devons préserver d'abord, c'est la pépinière de la nation. La pépinière, ce sont ses élèves. Et le spectre d'une année blanche. Pour les parents, vous savez ce que c'est que d'amener un enfant jusqu'à pratiquement la fin de l'année et que le spectre d'une année blanche pointe à l'horizon, c'est catastrophique pour les parents et pour ces jeunes apprenants. Donc, c'est une question de priorité. Moi, je crois que s'il y a des personnes à sauver... Le dosage qu'il fallait faire a été fait. Ça a été fait. Les journaux sont préservés, les grands rendez-vous d'information sont préservés et ce sont des émissions... je veux dire, c'est pas d'importance relative, mais des divertissements ou les talk-shows qui ont été arrêtés parce qu'en plus, ces émissions ne peuvent pas être produites dans un contexte de confinement. Alors, pourquoi décider de commencer par les candidats au CEP, au First School Living Certificate? Parce que déjà, au niveau de la préparation, le Minedup a été, de par... la portion congrue qu'il va occuper dans ce programme, c'est une classe d'examen. Alors que le MINESEC en a 4 dans le sous-système francophone et 3 dans le sous-système, multiplié par le nombre de filières. Le MINESEC se retrouve là avec à peu près une 50aine d'examens à gérer. Donc c'est une lourde machine qu'il faut démarrer et nous avons donc préféré dans ce cas-là commencer avec le Minedup qui est prêt avec ses classes de CM2 des 2 sous-systèmes et le MINESEC va nous rejoindre, je crois, dans 2 jours. Est-ce qu'il y aura un retour? Comment ça va se passer concrètement? Je reviens sur cette question. L'enfant est assis devant la télé, on lui explique une leçon, mais est-ce qu'il y a possibilité d'échanger avec... Justement, nous avons une possibilité d'interactivité? Nous avons pensé à l'interactivité parce qu'on s'est dit que si on n'a pas le retour de l'enfant, on ne peut pas mesurer l'audience de ces émissions-là, de ces programmes. Donc, il y a un numéro court, le 98, qui sera mis à la disposition des enfants. Sur la CRTV, c'est en direct. On demande aux enfants de poser des questions au 98 par SMS et on fait une sélection de questions parce que forcément les mêmes questions peuvent revenir plusieurs fois. Donc on va sélectionner, les présentateurs vont sélectionner les questions qu'ils vont poser aux enseignants et les questions non posées, faute de temps, seront relayées sur CRTV Web. Quelle est la mobilisation autour, tout au moins en ce qui concerne la CRTV? En termes de personnes, de logistique. En termes de personnes, en termes de logistique, comme vous l'avez dit. Je dois dire que c'est gigantesque. Vous imaginez un programme comme ça qui mobilise la télé, la radio et le web.
c'est costaud et on a à peu près, en termes de personnes, je dirais, 100 de personnes sur le projet. Et en termes de logistique aussi, c'est du direct pour la télé et le web, suivi immédiatement des enregistrements pour la radio. Et ces programmes diffusés sur la radio seront repris par les stations provinciales. Donc c'est toute la machine de la CRTV au service des jeunes élèves du Cameroun. Comment on obtient le programme ? Le programme sera déroulé au fur et à mesure. Nous démarrons avec le Minedup. Donc demain, lundi 6 et mardi 7, c'est uniquement le Minedup pour 1h30 de leçons. Et dès mercredi, si le Minesec est prêt, ils nous rejoignent et ce sera 7 heures de programme et nous déroulerons donc à chaque fois le programme des cours à dispenser au jour le jour. Alors aux parents qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce qu'on leur dit? Les enfants se lèvent demain, ce lundi, à quelle heure? À 8h30. Les enfants du CM2? Des cahiers, qu'est-ce qu'ils doivent? Au CM2, à l'école primaire, on utilise encore une ardoise. Donc les élèves du CM2 se réveillent, un cahier, un stylo, une ardoise et le téléphone de maman ou de la grande sœur à côté pour poser des questions à la maîtresse. Et il y a des moments où la maîtresse demandera d'écrire sur son ardoise. Pendant ce temps, elle écrira sur un tableau. Les cours sont en PowerPoint, en numérique également, projetés sur un écran. Le tableau est aussi disponible pour écrire des choses complémentaires. Donc l'enfant se prépare avec un cahier, un stylo, une ardoise, de la craie et le téléphone de maman à côté pour poser des questions à la maîtresse. Les parents qui ont souvent rêvé d'être dans la salle de classe de leurs petits seront gâtés. Ils sont servis à domicile, ça c'est clair. Alors avant que vous ne partiez, peut-être que vous pourriez nous rappeler le numéro vert? 98 8018. Les enfants peuvent poser des questions à ce numéro-là et la maîtresse leur répondra immédiatement sur le plateau. Merci. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour dire halte à la spéculation, halte à tout ce qu'on voit dans nos marchés depuis quelques semaines déjà, halte à l'inflation. C'est dans ce zooming que nous propose Serge Atangana-Bissou. Je te donne les mains, ma sœur, disait la ménagère. J'espère pour vous que ce coronavirus ne passe jamais, qu'il reste là. Elle ne peut pas être sérieuse, cette concitoyenne, de souhaiter ainsi longue vie au Covid, version 19. D'ailleurs, le reste de son propos s'étrangle dans sa gorge de femme en furie. Elle vient d'acheter un ananas à 1000 francs, petit, 5 citrons à 1000 également et 2 papayes plus une pastèque moyenne à 5000 francs. Samedi, il y a 8, c'était encore moitié prix. Les prix sont devenus fous. La bourse ridicule au fil des jours avec Covid. On a pris des fabricants de fausses chloroquine à Bafoussam. On a surpris un forban qui faisait les poubelles des hôpitaux à Douala, ramassant les cache-nez déjà utilisés pour les laver, les revendre. Sapristi. Les gels hydroalcooliques sont, semble-t-il, des faux, 4 sur 5. Le litre d'alcool à 90 degrés coûte dorénavant le triple, quand on en trouve. Voilà le Cameroun, celui qui nous fait le plus honte et qui, malheureusement, a l'imagination la plus féconde de nos jours. Faire du profit sur la survie, Jean-Michel Cancan aurait dit « manger l'argent des morts ». Il crée des pénuries de riz pour en quadrupler le prix, appuie sur le bouton peur pour se faire du beurre. La dame n'est forcément pas sérieuse de souhaiter longue vie au Covid. Elle fait seulement comme en Afrique, quand on est fâché et pourtant impuissant face aux réflexes dégoût. En partant, dites-vous bien que la mort, comme elle vient par corona, ne fait pas le tri. Sur vos étals et dans vos rayons où se massent les gens clients, comme manifestement les mesures barrières tardent à être notre affaire, celui qui achète au prix fort peut aussi vous vendre autre chose, être porteur qui s'ignore. Vous aurez triplé les gains et décuplé vos chances d'être atteint.
Même le croque-mort, célèbre dans les réseaux sociaux, qui annonce qu'il fait de bonnes affaires à Douala et va désormais s'installer à Yaoundé, donnant lui aussi les mains à la suite de la dame. Tout argent n'est pas bon à prendre. Merci Serge Atangana Bissot. Et sur ce plateau avec moi, Barbara Elenva Amana, qui est le chef de la brigade nationale des contrôles et de la répression au ministère du Commerce. Bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Merci d'être venu sur le plateau, d'avoir accepté d'être avec nous sur le plateau de Scène de Presse ce soir. Merci à vous de nous accueillir. Et tout en face de vous, Thierry Ndong, qui est directeur de publication du journal Intégration. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux téléspectateurs de la CIATV et bonsoir à notre invité. Alors, Barbara Elenva, vous avez écouté le papier de Serge Atangana Bissot qui parle de tout ce qui se passe dans nos marchés, spéculation, augmentation des prix, contrefaçon. C'est un tableau plutôt sombre de nos marchés, de nos espaces marchands actuellement, parce que ce n'est pas seulement les marchés, c'est les pharmacies, c'est tous les coins de vente. Qu'est-ce que j'en dis, c'est ça la question? Oui, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce que vous faites? Bon, alors, c'est un constat qu'il existe des opérateurs véreux. Il y en a toujours qui veulent saisir, qui profitent de la vulnérabilité des citoyens pendant des périodes de crise pour pouvoir maximiser leurs gains, des gains pas très orthodoxes. Mais en même temps, on ne va pas coller cette étiquette à tous les opérateurs. Il y en a qui pratiquent, qui déroulent leurs activités de façon régulière. Mais effectivement, il a été constaté que ces dernières semaines, beaucoup d'opérateurs, tous secteurs confondus, vous avez cité les espaces commerciaux traditionnels, vous avez parlé des pharmacies, beaucoup se sont adonnés à ce jeu de faire des gains au détriment des populations. Ce qui a justifié d'ailleurs la levée de ton des autorités, du gouvernement, notamment au niveau du ministère du Commerce, pour dire stop, pour arrêter ces spéculations, ces pratiques, pour arrêter ce commerce illicite, ces profits indus. Vous avez dit stop. Comment concrètement? Est-ce qu'il y a eu des magasins qui ont été fermés? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que le ministère du Commerce a fait concrètement? Plusieurs actions ont été entreprises. Effectivement, les plus visibles sont les magasins qui ont été fermés, d'ailleurs par la plus haute autorité en la matière au niveau du gouvernement, c'est-à-dire le ministre du Commerce qui lui-même est descendu sur le terrain. Mais indépendamment de lui, il y a plusieurs... De toute façon, le territoire national est déjà maillé par les équipes de contrôle. Nous sommes déployés à travers tout le territoire national et au jour le jour, il ne s'en passe pas une journée, même le week-end où certains espaces commerciaux sont mis sous scellé, sont fermés. Mais au-delà de ça, nous avons également, il y a des poursuites judiciaires qui ont été entreprises pour certains d'entre eux, notamment ceux qui se sont... Vous avez parlé tout à l'heure des questions de contrefaçon, ceux qui se sont livrés à des commerces au-delà de ces gains indus, mais véritablement dangereux pour la santé des opérateurs. La fabrication de la chloroquine, par exemple. Par exemple, il y a la fabrication de la chloroquine. Plusieurs usines de faux médicaments ont déjà été démantelées dans ce cadre-là, mais également les produits plus courants. Parce que c'est une période un petit peu où la vigilance peut être accrue dans certains secteurs et au détriment de d'autres. Et ces opérateurs verront, on va dire, ils ne dorment pas. Thierry? Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les années se suivent et se ressemblent, les événements se suivent et se ressemblent au ministère du Commerce? Vous sortez à peine d'une campagne coup de poing à l'occasion des fêtes de fin d'année et nous voilà repartis toujours avec les mêmes opérateurs qui, dès que l'occasion se présente, n'hésitent pas à gonfler les prix. Vous savez, il y a un adage qui dit le Dieu des commerçants, c'est un petit peu le même Dieu, c'est le Dieu des voleurs.
Les pratiques commerciales illicites, c'est vieux comme le monde. Ça a toujours eu cours. La bataille contre ces pratiques-là, elle est permanente. Elle ne s'arrêtera pas. Personne ne vous dira que demain, il n'y aura plus d'opérateurs virus. Ça fait partie, malheureusement, de notre quotidien. À charge pour les autorités responsables de ces contrôles-là d'être en veille permanente également. Ne sommes donc nous pas dans un mythe décisif, un éternel recommencement avec chaque fois ces opérations coup de poing, et nous sommes là dans une économie libérale où en principe on ne devrait pas courir après les opérateurs économiques. Oui, dans le principe, nous sommes dans une économie libérale, mais en même temps, il faut relever que justement, compte tenu de notre contexte particulier, où nous avons le pouvoir d'achat des ménagères qui n'est pas particulièrement, on va dire, dense, le gouvernement a opté pour certains produits dits sensibles, certains produits de première nécessité dits sensibles. Nous exerçons un contrôle. Ces produits sont encadrés tant au niveau des prix qui sont pratiqués qu'au niveau de la qualité des produits qui sont mis en consommation, mis en vente. Donc, c'est pas uniquement, c'est la liberté des prix, oui, mais encadré dans certains domaines. Pire encore, quand nous sommes en période de crise comme celle que nous vivons actuellement, où nous avons ce devoir-là de garantir aux populations, de garantir aux consommateurs un minimum pour que les choses se passent aisément. Je vous donne un chiffre, Lucrèce. Oui. 2,9%, c'est le pourcentage d'augmentation des prix des légumes et produits agricoles tels que les huiles sur nos marchés. Est-ce qu'on peut dire que votre combat acharné contre la hausse des prix porter des fruits? Bon alors, je ne sais pas de quel... Institut national de la statistique. Pour ce qui est des huiles, je peux mettre l'Institut même à défi, en tout cas vos chiffres. Pour ce qui est des huiles végétales, si vous allez en rayon, les huiles végétales, le prix homologué il y a quelques années, il tournait autour de 1250 francs le litre, mais actuellement, il est vendu au maximum à 1150 francs dans les espaces commerciaux de la ville de Yaoundé. C'est pour dire quand même qu'il y a des efforts qui sont faits, et ça, c'est un prix qui est revu à la baisse, même pas uniquement du fait du pouvoir administratif, c'est les opérateurs économiques. Il faut dire qu'il y a déjà il y a une variété de produits dans ce domaine-là. Il y a plusieurs producteurs et le jeu de la concurrence fait son effet. Maintenant, pour ce qui est des produits, des légumes tels que vous dites, il faut pas oublier que nous sortons d'une saison sèche. Nous entamons à peine la petite saison des pluies, et donc c'est des produits qui sont déjà en temps normal sujets à des hausses de prix parce que se faisant de plus en plus rares. Donc c'est des taux, à mon sens, un petit peu à relativiser. Alors, je voudrais qu'on parle des mesures qui ont été édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte, de la prévention du Covid-19, notamment celles se rapportant à la fermeture des frontières. C'est vrai que les navires peuvent entrer, mais on peut également constater que certains commerçants véreux, vous l'avez dit, profitent de cette disposition-là pour cacher la marchandise. Mais la question que moi je voudrais vous poser, c'est celle de la disponibilité des stocks actuels. L'économie tourne plus ou moins au ralenti. Est-ce que les stocks actuels peuvent nous permettre de tenir? Et de tenir pendant combien de temps? Alors, dans le cadre de la riposte entreprise par le gouvernement relativement à la lutte contre le Covid-19, le ministère du Commerce avait un plan d'action décliné en deux parties essentiellement. La première étant relative à l'approvisionnement des produits et les questions et la régularité des prix qui sont pratiqués concernant ces produits-là, et aussi les questions de régulation des flux des consommateurs. Pour ce qui est de l'approvisionnement des flux, l'approvisionnement des marchés, nous avons tenu avec les opérateurs économiques
concerner les opérateurs économiques qui approvisionnent le marché, qui pourvoient le marché en produits de grande consommation, des produits de première nécessité. Nous avons tenu un certain nombre de réunions pour nous assurer qu'il y ait des stocks disponibles. Et à date, c'est une communication qui a cours depuis un certain temps. Les chiffres sont là. Nous avons de garanties un minimum de 3 mois en produits de grande consommation, notamment pour ce qui est du riz, du poisson, des huiles végétales, il en parlait, de la farine. Nous pouvons être sûrs que la ménagère ne sera pas à court de ces produits. Et ça a été un travail essentiel qui nous a permis justement qui justifiait après toutes nos opérations que nous faisons en aval de la chaîne, c'est-à-dire que en amont nous avons des produits disponibles. Il n'y a aucune raison que dans les chaînes de distribution nous retrouvions à court de produits, ce qui justifierait justement le fait que il y ait des soupçons de pratiques, de spéculation, de constitution de stocks spéculatifs. Et c'est pour ces raisons-là que nous sommes déployés sur le terrain et avons constaté qu'effectivement il y avait des opérateurs qui s'adonnaient à ce jeu-là, à cacher des stocks pour pouvoir créer des pénuries artificielles. Donc, ce qu'il y a à retenir pour les populations, les stocks sont disponibles pour ce qui est pour ces 3 mois et pour le deuxième trimestre, on va dire. Et de façon tout aussi anticipative, au niveau du ministère du Commerce, nous avons déjà même commencé à travailler pour le trimestre qui arrive pour l'approvisionnement de ces produits-là. Alors, moi, ma question, elle est une question qui tire la sonnette d'alarme. Je suis inquiet en apprenant que 3 mois de stock, c'est ce que nous avons. Parce qu'on sait que actuellement, tout est à l'arrêt, les bateaux sont à l'arrêt, même à l'international, et que pour commander, il faut en moyenne 3 mois pour faire venir. Et si la crise venait à durer plus de 3 mois, je ne souhaite pas, pour dire que nous sommes là sur une corde raide et la préoccupation, je crois qu'elle n'est pas seulement du ministère du Commerce, et ça pose en filigrane le problème justement des stocks stratégiques alimentaires, oui, qu'un pays comme le Cameroun devrait avoir. Alors, déjà, je vais dire votre crainte, elle est légitime. Mais toutefois, il y a un bémol qu'il faille relever, c'est que je vous parle des stocks en présence actuellement disposés dans les magasins des opérateurs économiques au Cameroun, en territoire camerounais. Mais à l'heure actuelle, nous avons des stocks flottants. Nous avons des encours, des produits qui arrivent. Elle a relevé, Madame Mbenga, les importations des produits pour les produits qui sont soumis à cette procédure-là n'ont pas cessé. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il a été imposé aux opérateurs économiques un stationnement pour des raisons d'observation des périodes d'incubation, un stationnement de 2 semaines à la bouée de base, mais les importations en produits de grande consommation continuent. Maintenant, il est évident que, compte tenu du contexte, la crise, elle est mondiale et que beaucoup de pays pourvoyeurs en ces produits observent, eux également, soit des mesures de quarantaine, de confinement, chacun selon la politique qui a adoptée, et que ça peut susciter certaines inquiétudes. C'est bien pour la raison pour laquelle j'ai dit nous commençons à travailler sur les importations du trimestre prochain. Et la situation n'est pas totalement fermée puisque nous avons, et c'est le lieu peut-être de saluer les actions des différents opérateurs économiques, nous avons quand même entamé nous avons des portes d'ouverture dans certains pays partenaires. Alors, je voudrais que nous parlions également de la régulation des flux dans les marchés. Ça fait partie des mesures, des 13 mesures gouvernementales qui ont été édictées. Qu'en est-il concrètement? On n'a pas l'impression que la mayonnaise prend vraiment dans les marchés. Alors, moi, je dirais que si. Pourquoi? Il faut faire la distinction entre les 2 types de marchés que nous avons. Nous avons les marchés traditionnels, le marché Mokolo, le marché Itoudi, et tous les autres marchés, le marché de Koti, à Douala, etc., etc. Et puis, nous avons les marchés de la grande distribution. Dans les marchés traditionnels, les marchés camerounais traditionnels ont une
spécificité, c'est que c'est des marchés à ciel ouvert, construits de sorte que les voies d'accès sont, on va dire, pas évidents à maîtriser pour ce qui est de la crise actuelle. Mais n'empêche que ces mesures de régulation des flux des consommateurs qui relèvent, on va dire, déjà de la compétence des mairies, ils communiquent d'ailleurs, les maires, là-dessus. Un certain nombre d'actions sont prises, notamment avec la disposition des jerrycans d'eau, des eaux de javel, des kits. Certains maires l'ont déjà fait. Je peux citer en ce sens la mairie de Yaoundé 6, la mairie de Yaoundé 1, la mairie de Tchang, qui ont, et même des opérations de désinfection dernièrement avec le maire Denis Mampou à Douala, qui ont fait vraiment désinfection de tous les étals. Des mesures sont prises. Mais en plus de ça, il y a le volet quand même sensibilisation des populations. Les maires, pour ceux avec qui je me suis entretenue, m'ont dit axer là-dessus. Ils axent sur la partie information et formation des populations parce que c'est ce qui nous reste à faire. Il faut une participation effective des populations. Il y a une grande part de responsabilité individuelle là-dedans. Est-ce qu'on envisage également de décongestionner un peu certains marchés? J'allais en venir parce que effectivement, c'est à ça que nous travaillons déjà avec la MIRAP, la mission de régulation des approvisionnements, qui a commencé cette semaine qui s'achève, qui a commencé à s'investir sur le terrain pour justement décongestionner les marchés. Mais en plus de ça, nous sommes en relation avec certains opérateurs économiques, notamment le secteur de la viande bovine, pour la disposition à travers les grandes villes de kiosques, tout cela dans le sens toujours de décongestionner les marchés. Alors, puisqu'on est dans la régulation des flux dans les marchés, j'ai lu 2 ou 3 reportages chez des confrères qui posaient le problème du transport, le transport des produits. Par exemple, le ministère du Commerce et j'imagine la MIRAP ont ouvert un marché, moi je l'appelle périodique, sur l'esplanade à l'esplanade du stade Omnisport. Et la plupart des commerçantes et commerçants qui s'exprimaient sur ce marché évoquaient le coût des transports des produits. Alors, donc, cette régulation également pose au problème la problématique du transport des marchandises. Cette semaine, nous avons fait des enquêtes de terrain qui ont permis de démontrer que les prix de transport étaient passés du simple au double, parfois du simple au triple. Et on sait très bien que l'augmentation des prix de transport a un effet mécanique sur les prix des produits. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que le ministère du Commerce, c'est vrai que ça demande des solutions concertées avec les autres ministères, mais comment est-ce que vous appréhendez cette problématique de hausse des prix des produits de première nécessité parce que les prix de transport ont augmenté? Alors, ce qu'il faut relever, la MIRAP, c'est un levier tampon pour justement amoindrir tous ces coûts, tous ces frais d'approche liés au renchérissement du coût de revient des produits. Vraiment, pour ceux qui sont dans le circuit de la MIRAP, c'est un problème, on va dire, qui pourra être réglé, qui pourra être atténué d'une façon ou d'une autre. Mais de façon générale, pour ce qui est du relèvement des coûts de transport, il me semble, je crois, dans votre reportage où c'était aux informations tout à l'heure à 20h30, des mesures ont été prises. Il y a eu des discussions entre les opérateurs de la filière transport routier et puis le gouvernement pour la révision des mesures du plan de riposte et puis l'impact du plan de riposte sur les frais de transport. Donc, des solutions vont être trouvées, il me semble, pour que les effets néfastes de tout ce qui va être entrepris puissent être atténués, surtout pour ce qui est du panier de la ménagère.
Je voudrais qu'on parle également des mesures barrières, notamment de l'usage de certains produits, notamment les solutions hydroalcooliques, mais également, on en parlait tout à l'heure avec le docteur Mahamat, de cette chloroquine qui circule dans nos pharmacies et dans les marchés. Que fait le ministère du Commerce par rapport à ces produits-là? Concrètement, est-ce que vous contrôlez la qualité? Est-ce que vous avez la possibilité de contrôler la qualité de ces différents produits en concertation, bien sûr, avec les ministères concernés? Alors, pour ce qui est des produits pharmaceutiques, nous travaillons de concert avec le ministère de la Santé publique. Nous avons mis en place une mission mixte de contrôle pour justement contrôler la régularité des prix pratiqués dans les officines, mais également le contrôle des bonnes pratiques telles que déclinées par les opérateurs de la santé publique. Maintenant, nous avons quand même un minimum d'indices que nous relevons au-delà des facteurs prix, hein, parce que les prix, je crois, il y a une note de l'ordre des pharmaciens, un communiqué de l'ordre des pharmaciens qui a circulé, où nous avons eu des séances de travail pour, on va dire, stabiliser les prix qui sont pratiqués en officine concernant ces produits qui sont particulièrement concernés, qui sont particulièrement sollicités en cette période-ci. Alors, est-ce que cette mesure est respectée? Je vais vous prendre un exemple. Hier, j'étais à la recherche de masques. Alors, je vais dans une pharmacie où je trouve ces masques-là à 1500, 1800 ans pour moi. Je vais dans une autre pharmacie, je trouve le même masque à 500 francs. Finalement, quel est le prix qui a été fixé et qu'est-ce qui est fait pour que ces prix-là soient respectés? On a bien constaté que dès que le ministre de la Santé publique a demandé aux Camerounais de porter les masques, on n'en a presque plus vu dans les pharmacies. Et lorsqu'on en trouve désormais, c'est au prix que je vous indique, 1800 à gauche et 500 ailleurs, peut-être bien plus dans d'autres officines pharmaceutiques. Ce qu'il faut relever, déjà côté prix, nous n'avons pas de prix fixe pour ces produits-là. Les prix sont adossés, il y a un coefficient qui est corrélé, qui est adossé au prix d'acquisition, au prix d'achat du premier achat, au prix de cession de ces produits. Donc, les contrôles nous sommes en train d'initier des contrôles au niveau plutôt des pourvoyeurs des marchés. Mais il faut quand même noter que ces produits, de façon générale, qui subissent une grande pression sur le plan mondial, il y a un gros problème de disponibilité de ces produits et ça peut justifier quelques flambées des prix. Donc maintenant, des mesures seront prises de façon générale, il me semble, pour pouvoir atténuer ça sur le plan national. Nous allons marquer un arrêt, si vous permettez, dans cette édition de Scène de presse pour révisiter l'actualité de la semaine. Et c'est dans cette revue de presse, justement, que signe Franck Evina. Le gouvernement prolonge les mesures de restriction contre le Covid-19. C'est reparti pour 15 jours supplémentaires, lit-on dans Cameroun Tribune. Une décision qui tombe au moment où le Premier ministre appelle à plus de rigueur dans la gestion de la crise. Par visioconférence, Chief Dr John Gouté conduisait une réunion d'évaluation. Parmi les sujets abordés, le respect du confinement des personnes mises en quarantaine, la décentralisation du plan national de poste et le fonds spécial de solidarité nationale. À propos de ce dernier point, Mutation nous apprend que les Camerounais saluent cette initiative présidentielle. En vitrine dans le journal, le coordonnateur de l'Observatoire du développement sociétal, Lilian Koulou-Ngoulou, appelle ainsi à la solidarité nationale pour l'impérieuse nécessité de mobiliser les ressources afin d'accompagner le gouvernement dans ses efforts pour stopper la pandémie. Beaucoup ont déjà entendu cet appel et commencent à réagir. Le quotidien de la rue de l'aéroport signale qu'après le milliard de francs CFA débloqué sur instruction du chef de l'État, la communauté des affaires a commencé à délier les cordons de la bourse. Le jour
relaie la même information et révèle que dans certaines localités, les autorités administratives durcissent le ton contre ceux qui foulent aux pieds les mesures restrictives. Le cas à l'Est, où il est désormais interdit de consommer dans les bars, même avant 18h, décision du gouverneur Grégoire Mvongo. Alors que le pays enregistre désormais plus de 550 malades de Covid-19 et une vingtaine de guérisons, le ministre de la Santé publique annonce dans Cameroun Tribune que le gouvernement a aménagé de nouveaux sites de prise en charge, surtout que les chiffres vont crescendo depuis le début des dépistages massifs. De son côté, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation continue d'explorer la piste de la chloroquine. Mutation nous apprend d'ailleurs que l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales dispose de 2 équipements capables de produire respectivement 200 et 6 000 comprimés de chloroquine. Le Cameroun jauge ainsi ses capacités d'après Cameroun Tribune et le ministre Madeleine Tuente ajoute que dans certaines structures placées sous la tutelle du MINRECI, il est possible de réaliser 2000 tests en une journée, 25 000 en une semaine. À propos de la fabrication de la chloroquine, le quotidien bilingue national affirme que l'IMPM n'attend plus que la commande du ministère de la Santé publique. Entre-temps, le gouvernement continue d'insister sur le respect strict des mesures de restriction car le prix de l'inconscience peut être lourd pour la société. La presse tire la sonnette d'alarme et dénonce une scène ignoble des voyageurs mis en quarantaine qui ont fait entrer des belles de nuit dans leurs hôtels. La revue de la presse était sur la scène. Merci Franck Evina pour cette revue de presse. Alors, je reviens vers vous pour cette question des prix. C'est vrai que vous le disiez avant qu'on ne prenne cette revue de presse, que vous n'avez pas compétence sur tous les prix, mais est-ce que le consommateur est abandonné à lui-même? Le gel de 125 millilitres qui coûtait 1 000 francs avant la crise coûte aujourd'hui 4 000 francs. Le carton de gants qui coûte de 50 gants qui coûtait 15 000 coûte aujourd'hui 45 000 francs CFA. Le ministère du Commerce et partant l'État ne peut rien faire face à cette flambée des prix? Alors, non, faut surtout pas dire que le consommateur est abandonné à lui-même. Il faut rappeler que l'une des raisons d'être du ministère du Commerce, c'est bien ce consommateur, c'est bien ce petit citoyen qui attend que l'État lui vienne en aide pour qu'il puisse avancer. Donc, pour ce qui est de ces produits qui relèvent de l'apparat pharmacie, nous avons tenu une réunion avec l'ordre des pharmaciens, avec les syndicats des pharmaciens, justement, pour pouvoir réguler ce secteur-là. Et tel que je l'ai dit au préalable, nous avons tous convenu d'un prix pratiqué en valeur relative, parce que je dis bien qu'il y a un coefficient qui est corrélé au prix d'achat. Et nous avons engagé, c'est même d'ailleurs engagé lui-même toute la profession pour un contrôle régulier. Et il faut le dire, le ministère du Commerce, les brigades de contrôle du ministère du Commerce, elles sont là pour ça. Elles sont là pour veiller à ce que les prix qui sont pratiqués, quel que soit le secteur d'activité, que les prix qui sont pratiqués sont des prix justes, sont des prix applicables aux consommateurs, même les plus démunis. Alors le gant pourrait coûter en moyenne combien? Le cache-nez, par exemple. Maintenant, il faut dire de quel type de gants, de quel type de cache-nez il va s'agir. Est-ce un cache-nez, est-ce un cache-nez de maçon? Est-ce un cache-nez en tissu? Est-ce un cache-nez chirurgical? Il faudrait savoir de quel cache-nez il s'agit, et je pense, en fonction du prix d'achat, on aura le prix. Alors, il y aura le prix, je vous passe la parole dans quelques instants, Thierry, il y a le prix, mais il y a également la qualité des produits qui sont vendus dans le cadre de la prévention du Covid-19. Les gels, on en a déjà parlé. Est-ce que vous contrôlez également la qualité de ces solutions hydroalcooliques qu'on retrouve maintenant un peu partout dans tous les coins de rue?
Alors, il faut dire qu'en matière de contrôle qualité des produits pharmaceutiques, le ministère du Commerce n'est pas le premier acteur de contrôle. Il y a d'autres instances qui le font. Mais n'empêche que, étant un produit qui fait l'objet d'une transaction, nous avons un minimum de contrôle que nous faisons, notamment en ce qui concerne l'étiquetage de ces produits-là. Donc, il faut que sur les étiquettes qui sont collées à ces produits, nous puissions retrouver les compositions du produit, les noms de fabricants, les dates de péremption, c'est des conditions sine qua non pour pouvoir vendre ces produits. Et vous avez parlé du volet... J'ai envie de vous dire que c'est ce qu'il y a de plus facile à trouver pour un commerçant véreux. Pas toujours. Il n'y a pas de crime parfait, quelqu'un aurait dit. Alors, pour sortir certainement de cette interview, l'inflation des prix au Cameroun est stabilisée à 2,5. Ça, ce sont les chiffres de 2019. Et on constate que c'est le taux le plus élevé de ces 4 dernières années. Alors, quand on dit inflation des prix 2,5, ça veut dire le panier de la ménagère maigri parce que son pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Est-ce que c'est facile d'être dans une posture comme la vôtre où vous devez combattre la baisse des prix alors que ces prix-là fatalement augmentent? Alors, ce qu'il faut dire, si l'inflation est à 2,5, le Cameroun n'est pas mal loti. Les facteurs, les critères de convergence de la CEMAC tolèrent une inflation à 3%. Nous sommes à 2,5, nous avons encore une bonne marge. Ça se passe encore bien sur le plan macroéconomique. On peut dire que le Cameroun se porte encore bien. Maintenant, les prix ne sont pas par nature statique, les prix sont dynamiques. Maintenant, il faut les contenir en fonction du pouvoir d'achat des ménagères, des populations. Je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce que c'est facile pour nous? Non, c'est pas facile pour nous parce que pour des produits, comme je l'ai dit, sensibles, il faut pouvoir convaincre les opérateurs de faire des efforts sur leur marge à eux pour pouvoir satisfaire les populations. Donc, c'est des tractations, c'est des négociations en n'en plus finir. C'est une surveillance accrue parce que les négociations, c'est une chose, les accords sont une autre, mais le respect de ces accords-là, c'est autre chose. Donc, il faut pouvoir... N'est-ce pas un rôle ingrat quand on sait que vous êtes pratiquement à la fin d'une chaîne qui implique le ministère de l'Agriculture, qui implique d'autres ministères tels que les transports et autres? Je ne dirais pas que c'est un rôle ingrat. Le décideur a pensé structurer l'appareil administratif d'une certaine façon. Chacun joue son rôle. Nous sommes effectivement le dernier maillon de la chaîne. Nous sommes en bas de chaîne et nous servons des intrants que nous ont produits les autres administrations. Mais il me semble que chacun fait du mieux qu'il peut. Merci. Nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucas, bonsoir à vos panélistes, chers téléspectateurs. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche encore. Vous lirez ce lundi dans les kiosques, dans l'économie report. Covid-19 nous dit comment l'économie report à propos du Covid-19 nous dit comment le virus attaque les prévisions économiques. L'avènement de la pandémie a bouleversé l'ordre qui était envisagé et le gouvernement doit faire des réajustements pour s'adapter au contexte actuel et à venir. C'est à lire en page 3. Dans les colonnes de Réalité Plus, en rapport toujours avec la lutte contre le coronavirus, à la une, Paul Biya dépêche Ngongo pour inspecter les sites. Homme d'action, le président Paul Biya ne voudrait pas être rattrapé par la montée rapide de la maladie. Les précisions sont à lire de la page 2 à 3. Coronavirus, mutation évoque ces essais indésirables qui affolent la toile depuis quelques jours. L'hypothèse d'un vaccin testé en Afrique suscite colère et indignation. Les détails à lire en page 9.
Cameroun Tribune rassure en tout cas, l'école sera préservée alors que le Cameroun franchit la barre des 600 cas et que les congés scolaires de Pâques s'achèvent le 15 avril prochain. Le gouvernement est en quête des solutions appropriées pour boucler l'année scolaire. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a tenu une vidéoconférence vendredi dernier à cet effet avec les ministres en charge du secteur éducatif. Les précisions des pages 7 à 13. Et pour finir, The Guardian Post Daily, Paul Tasson John Donatus handed tough task to reconstruct Northwest and Southwest, appointed last Friday as National Coordinator and Deputy respectively. Analysts say the pair constitute a perfect match that inspires hope for the rebuilding of the crisis-ravaged regions. C'était tout pour les unes de ce lundi. On espère dès dimanche prochain avoir intégration. Certainement. Et bien d'autres. Voilà. Merci Daniel pour ces unes du lundi. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, on vous l'a dit, qui change de formule durant tout le temps de la crise. Nous ne ferons pas de débat. Nous viendrons ici pour permettre aux différentes administrations d'expliquer, d'informer les Camerounais sur toutes les mesures qui sont prises pour barrer la voie à cette pandémie. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci Madame, Messieurs, d'être venus. Merci à cet habilé, Joséphine Dagnou et Dr Fané Mahamat, qui étaient là dans la première et la deuxième partie de cette édition de Scène de Presse. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.